Mesdames et messieurs, OTEP, bienvenue dans Oudjat, l'émission de la pensée révolutionnaire sur Kemet TV, la télévision au cœur même de la Renaissance africaine. Je suis heureuse particulièrement aujourd'hui de vous retrouver pour cette toute autre production, une production qui nous plonge bien sûr au cœur de la sagesse, au cœur des origines, au cœur même du lien sacré entre l'humain et les animaux. Aujourd'hui, nous ouvrons ce thème, un thème aussi ancien, un thème ancien que l'humanité et pourtant d'actualité brûlante. Comment les animaux initient-ils les humains? Comment les animaux initient-ils les humains? On va faire un petit exercice pour ceux qui le peuvent bien sûr. Fermez tout simplement vos yeux et regardez, vous observez peut-être la savane au lever du soleil, les chants des oiseaux, le pas lourd de l'éléphant, le silence de la panthère et au milieu de tout ce monde bien sûr vibrant, l'être humain qui observe, écoute, apprend. Avant l'écriture et les grandes villes et tout ce que vous connaissez, les bruits, l'homme a appris des animaux. Alors on va poser bien sûr les questions essentielles que nous apprennent réellement les animaux. Pourquoi est-ce que les divinités africaines portent-elles des formes animales? Et quel message spirituel se cache derrière leur comportement? Et pour finir, comment l'homme moderne peut-il renouer avec ce langage oublié pour répondre à ces questions véritablement essentielles et émanantes bien sûr du thème central? Nous sommes accompagnés en ce jour de frère Todd. OTEP, frère. OTEP Kaliam, Matongba, Mamakon Minbes, Mina Metan, Mina Boniut, Mina Seminasi. OTEP à tous les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Alors nous allons ouvrir cette position aujourd'hui avec Kemet Reconnexion, 3e édition. On regarde ce spot publicitaire, on revient pour la suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. De retour sur ce plateau d'Oudjat, alors frère Todd, un commentaire pour cette 3e édition? Oui, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons organisé une première édition. Ensuite, une seconde édition s'en est suivie. Nous en sommes actuellement à la 3e. Et au fur et à mesure que les événements évoluent, nous améliorons le concept, la vision de la chose, l'organisation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui seront enrichies. Nous avons pensé, par exemple, inviter certains restaurants qui font dans la gastronomie africaine, inviter les jeux traditionnels, le songo, le ludo, le damier et autres, et les contes et les proverbes, inviter ceux qui font dans les tenues africaines, la couture africaine, et ceux qui font dans la production des œuvres d'art
tels que le tam-tam, le balafon et tout ça, tout ce que nous connaissons, y compris les peintres, ce qui font les tableaux. Oui. Bref, l'événement, le troisième événement sera beaucoup plus enrichi que les deux derniers événements. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons les sœurs et les frères de combat à s'inscrire massivement pour la troisième édition de Kemet Reconnexion au TEP. Alors, qu'en est-il des cours ou bien des enseignements que vous dispensez? Oui, effectivement, j'ai lancé depuis 4 mois les enseignements sur les textes sacrés africains. Et au même titre que les imams font le décryptage du Coran dans les mosquées, au même titre que les prêtres et les pasteurs font l'exégèse de la Bible dans les paroisses, les cathédrales et les églises protestantes et autres. Au même titre que les rabbins font l'exégèse de la Torah, des midrashim, de ce qu'on appelle comment l'expression m'échappe, les midrashim, la Torah et la Mishnah, et bref, tous les ouvrages annexes à la Torah. De même que les rabbins font l'exégèse de ces ouvrages, de même nous former en ontologie métaphysique et ayant étudié le symbolisme négro-africain, le thémisme négro-africain, non seulement dans les livres mais sur le terrain aussi, ayant étudié l'origine de l'écriture négro-africaine, la vision africaine du monde, et l'expérimentant sur le terrain, nous avons estimé qu'il était important de permettre à nos soeurs et nos frères de combat qui ont acheté le livre des morts des anciens Égyptiens, qui ont acheté les textes des pyramides, qui ont acheté les textes des sarcophages, mais qui ne parviennent pas à les comprendre parce que c'est un langage codé, c'est un langage initiatique. Oui. Nous mettons donc à leur disposition nos compétences, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, pour leur permettre de comprendre, de décoder le message initiatique qui est véhiculé à travers ces textes sacrés. Et afin de leur permettre, eux, pères et mères de famille, y compris même frères et sœurs, qui ont des cousins, des sœurs, des petits frères, des grandes sœurs, des grands frères et autres, de leur permettre de comprendre la vision du monde et la mystique et la dimension initiatique qui est diffusée à travers nos textes sacrés. Et donc, j'ai entamé les enseignements avec la première vague. Nous sommes au 4e mois déjà. Donc, ils sont rentrés au second semestre. C'est une quinzaine de personnes. Actuellement, nous avons entamé aussi, pas les cours, mais l'enregistrement, les inscriptions pour la deuxième vague. J'ai déjà quand même plus de 5 personnes. Et si nous atteignons 10 personnes ou 15 personnes, nous lançons la deuxième vague. Et généralement, nous allons organiser ces cours les samedis soir. Parce que les dimanches soirs sont déjà occupés. Sauf si, par exemple, j'ai deuil ou alors j'ai une conférence, soit en ligne, soit physique. Et là, le cours peut être reporté, mais ça n'empiète en rien l'évolution des cours. Donc, pour tous ceux qui et toutes celles qui seraient intéressés à s'inscrire à ces cours sur l'étude des textes sacrés, les gens peuvent nous contacter via le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, via ce contact, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et puis vous aurez les informations précises sur les cours, sur les textes sacrés négro-africains. Maintenant, il faudrait que les gens comprennent que les cours que je donne, ce ne sont pas des cours basés sur un programme qui ressemble au programme des écoles formelles, c'est-à-dire l'éducation coloniale, où les gens vont me demander de faire un résumé de ce que je vais faire, de présenter le plan. Je leur pose la question, les gens qui viennent souvent me disent ce genre de choses. Quand vous allez dans les forêts, pour aller vous faire initier en forêt, est-ce que vous demandez au maître en forêt sacrée là-bas de vous faire le plan de ceci, de vous faire le résumé de ceci? Mes cours sont des cours vivants. Comme vous m'entendez là en direct là,
Je ne vous ai pas présenté un plan au début. C'est moi qui parle. Je suis en live, en connexion directe avec vous. Donc, ce sera à vous de prendre les notes pour organiser vos cours. Ne me demandez pas de vous présenter un plan que j'ai préétabli avec une bibliographie et autres. Je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans la logique de l'enseignement direct. Quand vous allez en forêt chez les pygmées pour aller étudier la médecine, vous demandez aux pygmées de vous faire un plan avec la bibliographie. Il faut arrêter ça. On ne peut pas dire qu'on veut se reconnecter à la spiritualité africaine et on a toujours des arrière-fonds de la pensée occidentale. On appelle ça les réflexes du colonisé ou de la colonisée. Donc que les gens ne m'écrivent plus pour me demander les plans, des cours, etc., etc. Si les gens sont intéressés à ce que je fais et si les gens me font confiance via les preuves que j'ai déjà faites à travers les enseignements que je donne depuis une dizaine d'années environ, ces gens qui m'ont écouté ont beaucoup appris de moi. Il y a des personnes qui sont ingrates, qui sont tapées dans l'ombre et qui parfois envoient des messages de mépris et de stigmatisation. Au lieu d'encourager le travail que je fais, les gens envoient des messages pour me provoquer. Bon, moi je ne cède pas à la provocation. Pourquoi? Parce que si j'avais cédé à la provocation, j'aurais arrêté tout ce que je fais. Je vis de mon quotidien, de mes enseignements. Donc, je ne gagne rien. Regardez par exemple à Teoti Sekeng. Tout ce que je dépense pour la descente sur le terrain. Il faut qu'on paye le transport pour arriver sur le terrain. Il faut que je vous gère, toi et le technicien. Il faut que après on s'assied, on mange quelque chose, on partage quelque chose. Après, maintenant, quand je termine, il faut maintenant envoyer ça. Pour envoyer en ligne, j'envoie à une technicienne qui a l'habitude d'envoyer ça en ligne. Je dois la payer. Ça fait 3 personnes que je gère pour les publications des émissions à Teoti Sekeng. Donc, c'est de trop. En plus des enseignements que je donne, je dépense de l'argent de mes poches. Et il y a quelqu'un qui a envoyé un message récemment, il dit que les hommes spirituels sont d'abord autonomes. Donc, quand nous parlons des dons et autres, en fait, c'est des gars qui sont dans une bulle individualiste et matérialiste. Tu comprends un peu? Oui. La pensée africaine promeut la solidarité. Quelqu'un qui met ses moyens, j'ai ma famille, j'ai des problèmes dans ma famille que je peux régler. Ce monsieur qui écrit qu'il faut d'abord être autonome, c'est lui qui vient nourrir ma famille, c'est lui qui vient nourrir ma femme et mes enfants, c'est lui qui vient régler les problèmes de maladie dans ma famille, c'est lui qui gère les problèmes de terrain, de construction et tout ça, c'est pas lui. Donc, si je sors déjà, d'abord l'enseignement même que je donne, est déjà suffisant. C'est beaucoup. Je ne dois plus sortir l'argent de ma poche pour faire certaines choses. Il ne faut pas que les gens nous poussent au dernier retranchement. Et ça, parfois, ça décourage. Il y a beaucoup de nos aînés qui ont commencé à faire un bon travail. Et quand ils ont vu la mentalité des profiteurs, parce que ce sont des profiteurs qui parlent comme ça, ils disent qu'un spirituel doit d'abord être autonome. Il y a un téléspectateur qui a fait la capture d'écran et qui m'a envoyé ça. Que voilà les raisonnements des gens qui vous écoutent en ligne. Il dit qu'un spirituel doit d'abord. Donc, je lui ai dit que je vis au dépend de lui ou au dépend des gens. Les gens sont arrivés chez moi, ils ont vu comment je vis. J'ai vu une vie modeste, mais les gens n'ont pas faim chez moi. Et donc, qui est deuil, qui est ceci, qui est cela? Moi, je pense que la communauté négro-africaine doit vivre dans la logique de la solidarité. Quand les gens s'investissent pour sensibiliser les masses, d'abord au niveau de l'enseignement. Pire encore, les gens mettent leur argent en jeu pour les meilleures productions à l'espace libre et autres. Mais attention, il ne faut pas quand même que les gens nous poussent au dernier retranchement. Et ça, c'est une manière de décourager. Si tu regardes même, c'est un infiltré qui écrit ça, peut-être qu'il est même dans les loges. Le même qui dit que le spirituel doit être autonome, il cotise dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie et autres. Il cotise. Même à l'église, il peut donner la dîme. Quand c'est nous qui parlons de la tradition africaine, qui parlons d'autonomie, qui parlons de la renaissance africaine et qui mettons nos moyens, il veut venir maintenant nous donner les leçons pour dire que voilà, un spirituel est d'abord autonome. Donc, vous voulez tout gratuitement. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit tellement ingrat. Même dans leur livre qu'on appelle la Bible, quand les prophètes et ces gens arrivaient, n'est-ce pas, ils étaient accueillis. Tout à fait. On les nourrissait, on leur donnait l'hospitalité. Qu'est-ce qu'ils font pour la communauté africaine? Qu'est-ce qu'ils font pour la renaissance africaine? C'est les gens qui tiennent ce genre de raisonnement. Quand on m'a envoyé cette capture d'écran, ça m'a révolté. J'ai voulu parler de ça aujourd'hui.
que faut pas arriver au niveau où vous voulez décourager les gens à faire le travail qu'ils font. Je pense que j'ai un esprit suffisamment noble pour mettre mes moyens en jeu. C'est-à-dire l'argent que je peux utiliser, que ma soeur m'a un souci, un enfant qui est malade, je lui dis que ma soeur, voilà 10 000, voilà 50 000. Je mets ça en jeu pour éduquer toute une communauté. Et après, quelqu'un se lève pour dire que les spirituels sont d'abord autonomes. C'est lui qui m'a donné l'argent là pour produire tout ce que je produis. Donc, quand on parle des dons, oui, c'est pour améliorer les émissions. Ce n'est pas pour nous nourrir. On n'a pas besoin de votre argent pour nous nourrir. Et on a besoin. C'est souvent précisé. Voilà. C'est pas souvent pour. Quand on parle des drones, ma soeur, quand on parle des drones, je vais manger les drones. Quand on parle des caméras, je vais manger les caméras. Tu comprends que c'est des petits esprits qui raisonnent comme ça. Les gens qui ne poussent pas la pensée loin, en fait. Et ce sont des profiteurs, au fond. Il fallait le dire. Il faut que je parle à la communauté kamite qu'il ne faut pas que les gens nous poussent au dernier retranchement. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que nous fournissons, au niveau de la recherche, au niveau du temps que nous perdons, au niveau de l'énergie, au niveau des dépenses qui sortent de nos poches, au niveau des connaissances que nous diffusons, les gens continuent de raisonner comme ils raisonnent là. En fait, ce sont les petits esprits. Parce que les grands esprits, quand ils accueillent les informations, les enseignements, quand ces enseignements les touchent au fond d'eux, même si ils ou elles peuvent ne pas être d'accord sur tous les plans, vous faites des propositions. Et puis, pour améliorer le travail, c'est pour toute la communauté négro-africaine. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des petits frères, des petites sœurs. Ces enseignements que nous diffusons, c'est pour des générations futures. Ce n'est pas pour nous. Moi, je connais déjà ce que je connais. Tant sur le plan théorique et pratique, et je continue la pratique, et la théorie aussi. Hein? Je n'ai pas besoin de venir partager ces connaissances avec vous, mais je le fais parce que j'ai des enfants. Je le fais parce que je sais que j'ai des soeurs et des frères. Je sais parce que sur le plan élargi, j'ai une communauté noire dans la diaspora, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, qui a besoin de ces enseignements pour que le peuple noir se relève. Le peuple noir, justement, est méprisé partout parce qu'il nous manque ce canevas cosmologique, c'est-à-dire visionnel en ce qui concerne la vision du monde. Et la manière d'être, la manière de se construire, la manière de se bâtir et la manière de se projeter vers le futur. Donc, que les gens arrêtent de chercher à nous confondre avec des bassesses, des bassesses comme celle-là, sincèrement. Donc, ceux et celles qui veulent nous soutenir, nous sommes ouverts. Offrez-nous des drones, des caméras. Si quelqu'un est milliardaire ou millionnaire, offrez-nous des véhicules pour qu'on puisse se déplacer. Tout à fait. Voilà. Je vais encore sortir l'argent de mes pots pour faire tout. Je ne peux pas tout faire. Ce que je fais même déjà, c'est déjà trop. À 90%. C'est trop. C'est à 90%. Je ne sais pas si d'autres chaînes mettent les responsables, mettent la main dans leur poche pour faire ce que moi je fais. Je fais des émissions à l'air libre sur le terrain. C'est difficile de nos jours. Voilà. Donc, à un certain moment, respectons-nous et respectons la cause que nous défendons. Alors, l'Afrique pourra à nouveau rayonner dans le monde comme un exemple. Le peuple noir à nouveau pourra rayonner dans le monde comme un exemple. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent nous soutenir, pour toutes celles et tous ceux qui veulent s'inscrire dans l'étude de la compréhension métaphysique des textes négro-africains, ces gens peuvent nous contacter via le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous faire un message sur WhatsApp et vous aurez les modalités ou alors tout ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse collaborer et qu'on puisse rebâtir à nouveau le peuple noir au TEP. Alors, découragement n'est pas tot, découragement n'est pas Théouti Sekin, mais en plus également Kemet TV. On va seulement de l'avant, au sous de l'avant. Alors, on va poursuivre cette fois-ci avant de décoller ensemble, chers téléspectateurs. Prenons un instant pour définir les mots ou bien les termes clés qui nous réunissent en ce jour. Frère Todd, qu'est-ce qu'un animal? Le mot animal vient du latin animus, ce qui est animé. Et anima, ce qui anime. Donc, bref, anima, c'est ce qui est animé. Et qui est animé par une force. Et une force qui, en activité, devient énergie. Le mot animal n'a pas quelque chose de particulier.
C'est juste un mot comme j'ai défini là. Oui. Maintenant, si on reste sur la définition de ce concept, on risque de dire que les plantes aussi sont animées. Mais sauf que l'animation des plantes n'est pas visible d'emblée, c'est-à-dire au premier abord. À première vue, l'animation des plantes n'est pas visible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une plante qui se déplace et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut venir un jour et revenir peut-être 3 jours plus tard pour voir que la fleur est sortie. Revenir peut-être 1 mois plus tard pour voir que la plante a poussé. Mais anima, c'est un existant qu'on peut voir en mouvement. Voilà. Par exemple, le mille-pattes qui se déplace, on voit que ça se... Là, devant nos yeux, on voit. Voilà. La sauterelle qui saute, qui s'envole. Hein, le criquet qui s'envole. L'homme qui fait les mouvements comme je fais les mouvements là. Hein, la chèvre, le lion, la lionne, la panthère, l'éléphant, le ver de terre, et les asticots et tout ça. Donc, c'est ça qui entre dans la classe des animaux. C'est-à-dire ce qui se meut et qui nous montre ce mouvement à l'immédiat. Avec les plantes et les minéraux, il faut prendre du temps, partir et revenir pour constater qu'il y a eu un changement. Donc, parmi les animaux, on parle des reptiles jusqu'à la classe des humains. Donc, en passant par les lions, les chimpanzés, les singes, les criquets, les cancrelats, voilà, les ruminants, voilà. Donc, voilà ce que nous entendons par animal. Et maintenant, ces animaux donc, sont caractérisés par la reproduction, par d'abord le mouvement visible à l'immédiat, la reproduction, la sensibilité et la croissance et que sais-je encore, les émotions. Parce que tous ces animaux que je viens d'énumérer ont des émotions. Et il y a aussi l'intelligence qui est véhiculée à travers tous les règnes des animaux. Tous ces animaux sont intelligents, mais chacun à son degré. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les animaux. Et ces animaux, chacun a sa classe, suivant son stade d'évolution de l'intelligence, a une organisation spécifique qui lui est propre. Donc chaque classe d'animal, que ce soit les reptiles, les ruminants, les carnivores, les omnivores et autres, les humains et autres, ont une manière de s'organiser. Et ces animaux interagissent entre eux à travers une intercommunication qui est un message et un enseignement qui est diffusé par l'intelligence qui anime tout l'univers. Alors, qu'entendez-vous par initiation? L'initiation initiale, c'est introduire. Introduire dans un apprentissage, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, cette initiation, tu te souviens, très cher Matt, quand on entrait en 6e, on dit initiation à l'algèbre, initiation à l'arithmétique, initiation à la géométrie. Hein? Tu vois? On dit initiation à la science naturelle, initiation à la géographie physique, initiation à la géographie humaine. Tu vois? Initiation, c'est introduire à un apprentissage. Donc cet apprentissage peut être lié aux organes de sens, lié à la raison, c'est-à-dire au raisonnement, à l'analyse rationnelle, lié aux expériences dans les laboratoires. Et cet apprentissage peut aussi être un apprentissage de l'esprit humain, parce que l'esprit humain n'étudie pas seulement dans les choses métaphysiques. L'esprit humain commence à étudier par l'observation, l'écoute, la sensibilité par la langue, la peau, c'est-à-dire le contact, les organes de sens, avec contact physique avec les choses, à travers la manière dont les choses se manifestent aux yeux, comment on les entend, comment on les sent par les narines, c'est-à-dire l'odorat, comment on les sent par le goût, comment on les sent par le toucher. Voilà. Et à partir de là, on peut donc partir de ces constats pour faire une synthèse des expériences et essayer de construire un savoir sur la base de la comparaison, de l'analyse, de l'organisation, bref, tout ce qui comporte la méthodologie des sciences empiriques, c'est-à-dire les sciences expérimentales physiques. Voilà. Ensuite, la rationalisation vient donc pour organiser ces diverses perceptions que nous avons eues du réel pour construire une compréhension du réel. Maintenant, il y a d'autres expériences qui émanent de nos intuitions.
par exemple, on sent que quelque chose va arriver, et puis cette chose arrive, et peut-être quelques instants après, ou alors un jour plus tard, ou une semaine, ou un mois plus tard, on a senti que quelque chose devait se passer. Moi, il m'est arrivé une fois, je crois que c'était en 2006 ou 2007, je voyageais dans un car pour aller chez moi, dans mon village. La ville, l'arrondissement qui est à côté de chez nous, là, à Obala. Voilà, je voyageais dans un car, j'ai vu en 2006 comment la roue avant explosait. Et en 5 secondes, la roue avant a explosé. Heureusement, le chauffeur était habile parce qu'il était en toute vitesse. Il a réussi à manœuvrer pour stabiliser le véhicule. Sinon, on mourrait. J'ai vu comment la roue explosait, la roue a explosé. Donc ça, c'est des intuitions, c'est des visions à l'avance qui sont réelles. C'est-à-dire, on te montre des choses. Donc ça remonte aujourd'hui à presque 20 ans. Je crois presque 20 ans. En 2026, ça va faire 20 ans. Oui. Voilà, que j'ai eu cette expérience. Il y a d'autres qui ont, maintenant, au-delà des intuitions, il y a les rêves prémonitoires qui nous montrent comment les choses vont se passer. Et après, ces choses se déroulent effectivement. Donc, il y a ça. Il y a le langage des oiseaux et tout ça. Donc, bref, je ne vais pas empiéter parce qu'on va faire des développements plus tard. Tout à fait. C'est juste pour dire qu'en réalité, l'initiation, c'est l'introduction à la compréhension de la réalité ou du monde dans ses divers degrés de compréhension, dans ses divers degrés de manifestation, tant sur le plan visible que sur le plan invisible. Au thème. Et pour finir avec les définitions, c'est la 3e définition de ce thème. Hein. Qu'est-ce qu'un humain? Le mot humain vient du latin humus. Nous parlons français, on est obligé de définir les choses comme dans la langue là. Le mot humain vient du latin humus. Et c'est-à-dire fait de terre, c'est-à-dire une existence sensible qui est fait de matière. Mais il n'est pas que fait de matière, parce que chez les Romains, ils parlent de humus, ils parlent aussi d'anima ou animus, et ils parlent aussi de spiritus, c'est-à-dire la matière animée. La matière animée par quoi? Par ce qu'on appelle intellectus, c'est-à-dire l'intellect ou l'intelligentsia, c'est-à-dire l'intelligence. Donc on a donc humus, on a anima ou spiritus, parce qu'anima et spiritus signifient la même chose. Ensuite, on a intelligentsia. Ensuite, on a intellectus, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre la réalité. Chez les Grecs, ils ont donc soma, qui est le corps, c'est-à-dire la matière. Ils ont psyche. Avant psyche, ils ont pneuma, c'est-à-dire l'animation, l'air qu'on respire, ce qui nous anime. Pneuma. Quand on dit la pneumatologie, c'est l'étude des choses animées. Voilà. Maintenant, ils ont psyche, c'est-à-dire tout ce qui relève de nos sensibilités, de nos émotions, de notre personnalité, c'est-à-dire notre manière d'être et autres. Ensuite, ils ont pronoia ou pronoia qui est l'esprit pur, c'est-à-dire la lumière pure. Mais au-delà de pronoia, ils ont épistémè, c'est-à-dire la faculté qui nous permet d'étudier. Mais cette faculté est incarnée par ce qu'ils appellent le logos. Logos, legein, montrer, dire, montrer la direction, rassembler les choses. Quand on dit le logos en grec, ça signifie mettre les choses ensemble. C'est-à-dire organiser les choses, comprendre, montrer le chemin, dire, démontrer. Donc logos est donc compris dans tous ces éléments. On a donc soma, on a pneuma, on a psyche, on a logos, qui renferment en même temps épistémè et pronoia. Voilà donc les constitutions de l'existant animé chez les Romains et chez les Grecs. Maintenant, quand on parle donc de l'homme, c'est l'homme compris, comme on parle au français qui est la culture occidentale, on a donc compris ça chez les Latins et chez les Grecs. Maintenant, l'homme chez nous, chez les Africains, est constitué d'abord du kat, c'est-à-dire le physique, le corps que nous avons, la matière, c'est-à-dire la matérialité. Ensuite, on a le kaibit, c'est-à-dire qui est l'éther, ce que les autres appellent le corps éthérique. C'est ça qui apparaît quand quelqu'un meurt, hein? On voit le fantôme. C'est-à-dire c'est le corps éthérique là qui ne s'est pas encore désintégré. C'est ça le kaibit qu'on voit. Maintenant, on a Shut, qui est l'ombre projetée. Cette ombre est donc
quand il y a le soleil, c'est ça qui est projeté au sol. Et cette ombre est aussi une autre dimension de nous dans l'invisible. Ensuite, on a le Saou, c'est-à-dire la dimension, notre dimension astrale. C'est-à-dire le rapport que nous avons avec la lune, le soleil et une étoile ou des étoiles particulières. C'est ça qui constitue la dimension astrologique de chacun de nous, la particularité astrologique de Mad, la particularité astrologique de Totabouné. C'est ça qu'on appelle le Saou. Voilà. Ensuite, nous avons le Ren, c'est-à-dire le Renou, Renez-nous tête, le nom que nous portons qui caractérise notre destinée. Parce que le nom qu'on nous donne est inscrit dans notre notre cheminement vers l'accomplissement de notre destin. Donc quand on appelle quelqu'un Zok, par exemple un Jok, c'est quelqu'un qui aime les grandes choses, ou alors qui a une grande mémoire. Donc quand on appelle quelqu'un abonné, ou aboni, c'est lui qui crée, qui innove, qui engendre, qui multiplie et qui transforme, qui élève. Donc, chaque nom a quelque chose, une essence qui détermine la nature de la personne. Ensuite, nous avons Ib, c'est-à-dire tout ce qui relève de notre dimension émotionnelle. Nos émotions, nos sentiments, nos amours, nos haines, nos craintes et tout ça, notre personnalité. Ensuite, nous avons le Ka, qui est la force vitale, c'est-à-dire ce qui nous tient et qui nous anime. Ensuite, nous avons le Ba, c'est-à-dire notre dimension intellective, notre dimension... Quand on dit Abba, Abatit, c'est-à-dire disséquer pour analyser. Donc, Ba. Quand on dit Ka, chez nous Ka, on dit Kwaite Ka. Le singe quitte une branche pour travailler, il faut prendre un appui. C'est pour ça que le Ka est symbolisé par les deux bras en haut. Le singe qui s'agrippe, donc, ça dit le Ka, la force qui le propulse vers de l'autre côté. On dit maintenant, quand on dit Ika, c'est-à-dire soutenir quelqu'un. Donc, apporter une aide à quelqu'un, un soutien à quelqu'un, Ika. Hein? Quand on dit Ka, c'est la floraison, la manifestation des feuilles qui plus tard vont produire des fleurs. Donc, Ka, voilà. Donc, le Ka est donc la force vitale, le Ba est la dimension intellective. Ensuite, nous avons le Sekem, qui est le pouvoir, la capacité d'innover, la capacité de se défendre, la capacité de créer, d'être créatif. Voilà ce qu'on appelle le Sekem, c'est-à-dire la force géniale, le génie qui nous habite et qui est capable de nous permettre de braver les étapes de la vie. Ensuite, nous avons le Ak, qui est donc la dimension lumineuse, la flamme qui nous habite, la flamme qui fait en sorte que nous chauffions, et la flamme qui fait en sorte que nous voyons clair, la clarté. C'est ça le Ak. Voilà donc les constituants de l'existant humain dans la pensée africaine. En cela, l'homme se présente donc comme plus complexe par rapport à la culture grecque. Oui. Pire encore, qui est laquelle elle-même, la culture grecque qui est plus complexe que la culture latine romaine. Donc nous partons donc du moins vers le plus. De la culture romaine qui a engendré le français, le latin, l'espagnol et tout ce que vous connaissez, et qui est dominé par l'église catholique, qui a meublé le christianisme et autres. Chez les Hébreux, ils ont quoi? Roi, c'est-à-dire ce qui anime, et ils ont aussi le corps. Voilà. Donc, ils n'ont pas autant d'instances que nous nommons chez nous. Ils ont les 10 séphirotes qui n'ont rien à voir avec les instances constituant de la nature humaine. Nous-mêmes, nous avons les néades qui constituent aussi les éléments des chakras qu'on appelle les centres d'énergie. Ici, on ne parle pas des centres d'énergie. Quand on parle du cas du bas, on ne parle pas des centres d'énergie. Quand il faut parler des centres d'énergie, on entre aussi là-bas. Ça, c'est une autre étude. Où on va parler de, par exemple, on va dire, par exemple, Diamoutef, Api, que sais-je encore. Il y a toute une série d'instances énergétiques en ce qui concerne des centres d'énergie pour entrer dans leurs histoires de 10 séphirotes là. Nous, on parle des constituants de la nature humaine. Donc, on parle du cas, du bas, machin. Donc, voilà à peu près la nature humaine. On pourra peut-être parler des centres d'énergie. On va faire une émission sur les centres d'énergie, partant du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Où on va parler de Hapi, Diamoutef et tout ça, tous ces gens-là. Toutes ces catégories
symbolise les divers centres d'énergie. On pourra consacrer une émission là-dessus prochainement, très prochainement. Donc voilà à peu près ce que nous pouvions dire sur la nature humaine. Otep. Alors la nature humaine, comme vous l'avez si bien dit, il a relevé entre ce qu'on voit de l'autre côté de l'Occident, que ce soit en hébreu ou bien les latins, mais ce que nous retenons, c'est que les neuf constituants, voilà, j'en viens, proviennent de l'Afrique et ce sont les Africains. Il a cité le A, le Ba, le Kad, le Kabyle, le Chout et tout ce qu'il a si bien cité. C'est ce qui m'amène à dire pour... revenir à notre thème, bien sûr, on a défini déjà ce qu'on entendait par animal, initiation, et c'était là pour vous ce qu'on entend par humain. Et c'est à la rencontre de ces trois dimensions que naît le thème de ce jour. Alors, frère Toth, il y a un proverbe africain qui dit, je cite, « L'animal ne parle pas, il enseigne à qui sait regarder ». Nous allons commencer, bien sûr, c'est vrai que vous allez peut-être dire un mot, mais nous allons commencer. Comment est-ce que l'animal initie l'humain ou bien l'homme à travers lui, ce qu'on nous appelons la nutrition, quand l'homme a appris à manger en regardant les animaux. Comment les comportements alimentaires animaux ont-ils guidé l'humanité? Effectivement, l'homme a appris son alimentation en observant les animaux. Parce que ce que l'animal mange et qui ne le tue pas, on peut manger ça. Toi-même, tu vas souvent au village, on t'a appris ça. Donc, quand tu vois le mille-pattes, il y a un petit fruit là, qu'on chez nous on appelle bonbon angouaï. C'est-à-dire le bonbon du mille-pattes. Voilà. C'est un petit fruit jaune. Donc, qui est d'abord vert, qui devient jaune. C'est un petit fruit comme ça. Qui est issu d'une plante rampante. Donc, les gens ont observé que le mille-pattes mange de ce fruit. Et quand les hommes ont goûté, les humains ont goûté de ce fruit, ils ont vu que c'était un fruit succulent et très nourrissant. Très bon et très nourrissant. Moi, j'ai mangé ça quand j'étais enfant. Le bonbon ngwaï, c'est le mille-pattes chez nous. Bonbon, isizak. Nous, on appelle ça isizak. Bonbon, c'est juste pour dire en français. Isizak, ça dit le fruit sucré. Ibomingwaï. Ibomon, c'est le fruit. Ibomingwaï. Donc, on a mangé ça. Les goyaves, ce sont les singes et les chimpanzés qui ont appris aux gens à manger, aux humains à manger les goyaves, hein, les olives, les noix de coco et tout ça. Voilà. Maintenant, les légumes, ce sont les antilopes, hein, les chèvres et tout ça, tous les herbivores là, qui ont appris aux gens quels sont les légumes que les hommes peuvent manger. Maintenant, la viande. Bon, normalement, les lions, les panthères, tout ça, on dit qu'on peut se nourrir aussi de la viande pour s'en sortir. Et donc, voilà, au niveau de l'alimentation, l'homme a observé que ce que l'animal mange et ne le tue pas, ça peut être un aliment. On ne va pas trop s'étendre. Tous les hommes savent ça, que les humains ont appris l'alimentation à travers les animaux. En ce qui concerne les végétaux, ils ont appris chez les végétariens. En ce qui concerne les carnivores, ils ont appris chez les carnivores. En ce qui concerne les fruits et tout ça, la banane, ce sont les singes et tout ça qui nous ont appris à connaître ces aliments. Et donc, c'est devenu pour nous une grande richesse que nous avons acquise vis-à-vis de nos aînés animaux. Nous-mêmes qui sommes aussi des animaux. Mais aujourd'hui, nous sommes ingrats. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas reconnaître qu'on a appris l'alimentation de ces animaux. On ne va pas seulement rester au niveau de cette alimentation qu'ils nous ont appris. Ils nous ont également appris un mode de conservation. Oui, le mode de conservation, tu vas constater que les rats palmistes et les fourmis sont capables de rassembler les aliments pour traverser une saison, notamment la saison sèche. Ce sont les fourmis, les rats palmistes, tous ceux qui vivent dans les trous, tous les animaux qui vivent dans les trous ou qui vivent dans le milieu de la neige, mais ils couvrent toujours, c'est-à-dire ils couvrent toujours ça de terre. On a appris ça, la conservation, notamment des œufs, par les tortues. C'est-à-dire les tortues creusent la terre pour mettre les œufs et elles couvrent cette terre et plus tard ces œufs éclosent. Et donc, on a aussi les œufs des fourmis qui sont conservés à l'intérieur de la terre. On a même la conservation des aliments par les fourmis. Hein? On a la conservation des aliments par les rats. Le rat palmiste, les petits rats, les rats de toutes sortes. On a la conservation des animaux par les animaux qui vivent dans les milieux où il y a la neige.
et tout ça. On a même aussi la conservation des aliments par les oiseaux, qui conservent aussi ces aliments pour traverser des saisons. C'est vrai qu'il est très facile pour les oiseaux de migrer, mais les animaux qui ont plus développé la conservation, ce sont les fourmis et les rats. Voilà, les oiseaux peuvent facilement, après une saison, migrer vers une autre zone avant de revenir, etc., etc. Voilà, en ce qui concerne la conservation des aliments, on l'a appris via les animaux, notamment la méthode de sécher les choses et la méthode de garder les choses au frais, là où il y a la neige et tout ça, ou alors d'enterrer et de constituer un feuillage qui fait en sorte que l'aliment ne se gâte pas, mais un feuillage sec qui protège le fruit ou la graine du contact direct avec la terre. Donc la graine est conservée à l'intérieur des feuilles sèches et à l'intérieur, les animaux et ses petits peuvent donc constamment se nourrir pour traverser la période de la saison sèche. Voilà en ce qui concerne la méthode de conservation. Alors, on parle aujourd'hui d'ethnobotanique animale. Les animaux se soignent eux-mêmes. Qu'est-ce que l'humain a appris de cette conservation en ce qui concerne la médecine? Effectivement, nous avons observé dans les forêts que quand il y a un animal chez nous qu'on appelle, comment on appelle ça en langue là, le nom va me revenir. C'est-à-dire que quand cet animal est mordu par le serpent, il y a des plantes que cet animal part manger, ou alors des écorces d'arbres que cet animal part ronger pour se préserver contre le venin. Que ce soit le venin du serpent, le venin du scorpion, le venin de toutes sortes, même le venin des poissons qui ont l'électricité, qui ont certains venins. On a donc ces animaux qui nous montrent les plantes médicinales. Et tout, ce n'est pas seulement l'animal que je vais énumérer là, je vais nommer là, même le chien. Il y a des moments quand le chien est malade, moi au village, quand je passais souvent du temps au village, je vois le chien aller manger les herbes. Moi je sais que le chien ne mange que la viande. Quand je vois le chien aller manger les herbes, je me pose les questions. Et après je me rends compte que auparavant ce chien était frêle, faible. Oui. Après avoir mangé ces herbes, il a repris la force. Donc les chiens, les chimpanzés, les rats, tous les animaux ont enseigné la médecine, y compris les fourmis, ont enseigné la médecine aux humains. Donc, l'homme a appris la médecine à travers le contact avec ses frères et ses semblables animaux. Donc, à travers l'observation des animaux, l'homme a appris à se préserver contre le venin, l'homme a appris à se préserver contre les épidémies qui surviennent pendant des saisons, que ce soit la fièvre, le machin, la rougeole, les gales, la variole, la varicelle, et tout ça, les problèmes de peau. C'est à travers les animaux que l'homme a appris cette médecine-là. On ne va pas trop s'étendre. Je pense que tout ce qu'ils font dans l'étude de la zoologie, et effectivement, se sont rendus compte que les animaux maîtrisent la médecine même plus que les humains. On va parler cette fois-ci de défense, on va s'attarder sur les stratégies animales et les arts martiaux. Alors, passons bien sûr, de nombreuses civilisations, il faut le dire ainsi, ont développé des techniques de combat inspirées des animaux. Effectivement, les techniques de combat sont inspirées des animaux. Les animaux, ce sont les animaux qui ont enseigné les arts martiaux aux gens. Là, dit les mouvements du chat. Quand tu veux l'attaquer, il te gifle d'abord comme ça, il t'attaque à distance. Après, il bondit sur toi, il te saisit les prises. Les prises nous sont enseignés par les chats, c'est-à-dire les lions, les panthères, les tigres. Oui. Les prises nous sont aussi enseignées par les chimpanzés. Quand le chimpanzé t'arrête, c'est ça qui a créé le catch. Le chimpanzé t'arrête, il saute, il te tape au sol. C'est ça qui a créé le catch. Donc, les mouvements des arts martiaux où quelqu'un avance comme ça, il plonge devant, il te tape avec deux pattes arrière, c'est le cheval qui enseigne ça aux gens. Je ne sais pas. Voilà, par exemple, là, on a ce qu'on appelle la gymnastique, l'acrobatie. L'acrobatie. Ça, ce sont les singes qui ont enseigné l'acrobatie aux humains. Donc, tu vois ce singe est tellement habile, le voilà qui repart, voilà, il passe là d'une branche à une autre branche. C'est ça qu'on voit notamment chez les acrobates, voilà, chez les Chinois, et tous ceux qui font dans l'acrobatie, les Jeux Olympiques. C'est à travers ces gens qu'on a appris ça, l'acrobatie. Voilà. Là maintenant, vous voyez
l'acte que le tigre va faire. Il attrape, il tourne et il réatterrit sur ses pattes. C'est exactement ce que vous voyez dans les Jeux Olympiques. Donc, il y a plein de choses comme ça. Voilà, on revient sur le tigre. Regardez exactement ce que le tigre fait. Il attrape, il tourne pour reprendre l'équilibre et il se ressaisit sur ses pattes. Voilà, vous voyez ça dans les Jeux Olympiques. Voilà. Et vous voyez le coup de pied arrière. Voilà, le coup de patte arrière. Tang! Voilà, cheval. Vous voyez ça dans les arts martiaux. Voilà. Le cheval évanouit le lion. Voilà, tata. Deux coups de patte arrière. Donc le lion est KO. Voilà, ce sont les arts martiaux. Donc c'est à travers ça. Regardez le coup du kangourou. Notre combat. Voilà. Quand vous voyez, voilà, des deux pattes avant, ce que vous voyez dans les films de Kung Fu. C'est exactement ça que le kangourou vient de faire là. Donc, les hommes ont appris la défense à travers les animaux. Donc, rien à dire. À travers les images, au moins, on peut témoigner que ce que nous disons est vrai. Et aucun homme aujourd'hui ne doit être ingrat pour ne pas reconnaître. Il y a même les techniques de menthe religieuse. Quand vous vous souvenez des arts martiaux, la menthe religieuse a ses techniques, etc., etc. On ne va pas étendre trop l'émission là-dessus, mais on a donné quelques exemples pour que les gens comprennent que même la notion de défense, les arts martiaux, nous ont été enseignés par les animaux. On voit également ça au niveau de camouflage, au niveau de nos forces de défense. C'est des techniques qu'ils ont appris pour se défendre contre l'ennemi. Effectivement, les techniques de camouflage, notamment la technique du caméléon. Oui. Le caméléon qui est capable de prendre toutes les couleurs. L'armée est capable donc que dans une zone, que ce soit une zone verte, que ce soit une zone marron, que ce soit une zone, quelle que soit la zone, l'armée est capable donc d'arborer soit les feuilles d'herbes sèches ou d'arbres verts, ou alors dans l'eau, et tout ça, pour s'adapter à cet environnement. C'est ça qu'on appelle la technique de camouflage. Oui. Donc, notamment aussi creuser la terre, comme les rats au fond, pour se creuser. Voilà, c'est ça les tranchées. Oui, c'est ça les tranchées. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les animaux qui nous ont appris ça. En ce qui concerne les techniques de défense. De défense. Alors, Fred, nos ancêtres nous ont appris à observer beaucoup la nature, les ancêtres africains, bien sûr, pour construire. Alors, comment les sociétés humaines ont-elles imité les techniques de construction animale? Effectivement, les techniques de construction ont été imitées par les fourmis. Donc, il y a les petites fourmis, il y a les termites. Il y a les fourmis, il y a les termites, il y a les abeilles. Et il y a... Et plusieurs types, parce que les mots, ce sont les mots qui, parfois, nous employons les mots des autres. Parce que chez moi, c'est qu'on appelle boum, c'est ça l'abeille. Il y a épaume, c'est les petits trucs qui ressemblent aux abeilles, qui font aussi du miel, qui font des niches. Ça produit des trucs à l'intérieur des troncs d'arbres, mais ça a un goût particulier. Ça n'a pas le goût comme le miel des abeilles. C'est des petits insectes qui ressemblent aux abeilles, mais qui font aussi du miel, un miel particulier. Donc, il y a les guêpes maçonnes. Hein? Oui. Il y a les guêpes elles-mêmes qui construisent des niches. Il y a les oiseaux. Hein? Les terrains de football, là. Ce sont les oiseaux qui ont appris aux gens à construire ça. Ce qu'on appelle les nids d'oiseaux. Donc, les termitières, ce sont les gratte-ciels. Hein? Il y a d'autres termitières qui ont un pilier central avec un sommet qui est comme ça. Nous connaissons des maisons qui sont construites avec un pilier central. Nous connaissons des maisons qui sont construites, des gratte-ciels, des immeubles alignés. Là, ce sont les termites qui nous enseignent cette architecture. Les fourmis aussi ont leur part d'architecture. Oui. Il y a les abeilles qui ont cette architecture, qui respectent la géométrie sacrée et autres. Les ruches d'abeilles. Donc, nous avons donc appris l'architecture à travers les fourmis, à travers les termites, à travers les abeilles, à travers les guêpes, etc., etc. Voilà en ce qui concerne l'architecture. Et maintenant, à travers les oiseaux aussi, ça allait m'échapper. Il y a même les rats. Quand tu crées, voilà par exemple une terre, voilà un gratte-ciel là-bas. Voilà. Merci à la régie. Voilà un gratte-ciel. Les immeubles que vous voyez aux États-Unis, en Chine, voilà un gratte-ciel. Ce sont les termites qui construisent ça. Voilà. Donc, on a appris l'architecture à travers les animaux. Il ne faut pas qu'on soit ingrat. Voilà les niches d'abeilles. Il y avait des chambres, il y a la chambre de la reine, il y a les chambres, il y a plusieurs chambres. Et quand on va parler d'organisation, ces animaux sont très bien organisés. Donc, nous avons appris l'architecture à travers les animaux. Et donc, aussi, cette architecture
s'est perfectionné à travers aussi les formes d'animaux. Quand nous voyons par exemple le mille pattes, il y a des maisons qui sont allongées, tout droit comme ça, là, comme un mille pattes. Oui. Il y a des maisons qui sont sous forme conique et c'est toujours les termites qui nous enseignent comment construire des cônes. Voilà. Donc au-delà du gratte-ciel que nous avons vu sur les termites, il y a des formes coniques qui sont bâties par les termites, donc qui sont des termitières en fait. Donc en ce qui concerne l'architecture, nous avons aussi hérité cette architecture des animaux, sans oublier la technologie. Voilà. Parce que l'architecture, c'est la technologie. Les gens croient seulement que l'architecture est limitée par la construction des maisons. L'architecture, c'est tout ce qui est la théorie des formes. Et laquelle théorie de forme peut devenir des gadgets, des instruments qu'on peut utiliser, notamment les téléphones, les ordinateurs et autres. Donc, les voitures, les avions, c'est ça, c'est toujours l'architecture, c'est la technologie, c'est vrai. Maintenant, les avions, c'est quoi? C'est l'oiseau. Ce sont les oiseaux. Les avions qui ont deux ailes, avec deux ailes comme ça, avec deux trucs derrière et tout ça, ce sont les oiseaux. Maintenant, les hélicoptères, ce sont les libellules. Oui. Ce sont les libellules qui ont inspiré les hélicoptères. Les trains, ce sont les mille pattes. Les voitures, ce sont les tortues. Hein? Et que sais-je encore? Donc, à travers ça... La liste est longue. La liste est longue. Donc, la nature nous a tellement enseigné qu'aujourd'hui, c'est indiscutable en ce qui concerne l'architecture et la technologie. Alors, on va aborder cette fois-ci l'organisation sociale et modèle des animaux. Beaucoup d'animaux possèdent des systèmes sociaux extrêmement complexes. Selon vous, quelle influence cela a-t-il eu sur nos modes de gouvernance et d'organisation? Quand nous voyons, par exemple, je m'inspire toujours des termites et des fourmis. Les termites ont quoi? Les termites ont des ouvriers, ainsi que les fourmis. Oui. Y compris les abeilles. Oui. Les termites, les abeilles et les fourmis ont des ouvriers, c'est-à-dire ceux qui bâtissent, qui partent chercher le matériel pour bâtir, que ce soit une termitière ou une fourmilière ou une ruche d'abeilles. Voilà. Les termites, les abeilles et les fourmis ont encore ceci de commun que elles ont des soldats pour défendre le territoire. Oui. Les termites, les termites, les fourmis et les abeilles ont aussi ce qu'on appelle les faux bourdons, c'est-à-dire ceux qui signalent, les signalisateurs, hein? Ce qu'on appelle les gars qui lancent le signal, que faites attention, il y a ceci, il y a cela. Voilà. Dans telle zone, il y a telle chose qui est en train d'arriver, tout ça. Les fourmis, les termites et les abeilles ont encore quelque chose de particulier qu'on appelle les sentinelles. Bon, c'est vrai, c'est toujours les soldats. Maintenant, il y a la reine. Il y a la reine. Donc, c'est elle qui est... Et c'est ça l'origine de la société matriarcale africaine. L'Afrique s'est inspirée de l'ordre de la nature. Donc, le patriarcat arrive en Afrique tardivement via l'influence occidentale, c'est-à-dire européenne et gréco-romaine et judéo-chrétienne et islamique. C'est via cette tendance, ces influences que l'Afrique a commencé à épouser le patriarcat. Mais l'Afrique est à l'origine matriarcale, c'est-à-dire la succession royale se passait par la lignée matriarcale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon ancêtre, qui était un très grand initié, s'appelait Ongena Awono. Awono, c'était le nom de sa mère. Son fils direct, qui est mon arrière-grand-père, s'appelait Ntisara. Sara, c'était le nom de sa mère. Mon grand-père s'appelait Ongen Ebara. Ebara, c'était le nom de sa mère. Mon père, mon défunt père qui est décédé il y a 3 ans, s'appelait Ilungono. C'est vrai qu'on a écrit sur l'acte de naissance Ongen Eluna, mais on l'appelait Ilungono. Ngono, c'était le nom de sa mère. Voilà. Donc, cette lignée matriarcale a perduré jusqu'à tout récemment. Même à l'ouest, chez les Bamileke, ils ont la reine-mère. Donc, le roi, pour être intronisé, c'est d'abord sa mère. C'est sa mère qu'on consulte. Maintenant, il faut qu'on trouve aussi une femme qui est appropriée à lui et qui va l'assister dans les initiations dans le Lakam. Et de cette femme, il doit avoir un enfant au sorti du Lakam. C'est-à-dire cette femme doit être enceinte. Donc, via les initiations. Donc, il y a sa mère, la mère du roi, et il y a la femme qui est entrée dans le Lakam avec lui,
qui détiennent ces vrais codes initiatiques. Donc, la société, sans oublier que le pharaon Namer, qui a unifié la Haute et la Basse Égypte, sa mère s'appelait Sech-Iré. Donc, elle a été considérée comme une pharaon. Et c'est elle qui donne tous les pouvoirs à Namer Nama pour conquérir, dompter les énergies septièmes et organiser la société négro-africaine sur la base des principes de la Mahd. Donc, via l'impulsion de la mentalité horienne, c'est-à-dire de Horus ou osirienne. Donc, nous avons eu une grande pharaon aussi, nommée Hatshepsut, qui a restauré la paix, l'équilibre et l'harmonie dans l'Égypte pharaonique. Elle a laissé des stèles où elle présente comment elle a réparé tout le chaos qui a été conduit par les Hyksos, c'est-à-dire les peuplades sémites qui ont envahi l'Égypte. Il y a la stèle d'Hatshepsut que j'ai lue dans plusieurs émissions ici, où elle dit: j'ai remis en ordre tout ce qui était en désordre, j'ai rétabli le culte de la divinité de source originelle, Imanara et autres, etc., etc. Donc, là où la femme est au centre, et une femme initiée par les femmes mues par des émotions volatiles et oisives d'aujourd'hui, mais les vraies femmes initiées, là où elles s'y mettent, la société est véritablement stable. L'organisation sociale basée sur la Mahd, c'est-à-dire l'ordre, l'équité, la vérité et l'harmonie, basée sur l'harmonie, c'est-à-dire la déesse Hathor, qui est l'incarnation de l'harmonie et de l'amour. La déesse Mahd, qui est l'incarnation de la vérité, de la justice et de l'équité. Et la déesse Isis Aseta, qui est l'incarnation du secret de l'immortalité, car c'est grâce à elle qu'Osiris ressuscite. En cela, nous constatons donc que quand on entre dans les termites, les fourmis et les abeilles, la reine mère, y compris les gueux, la reine mère reste donc le symbole sacré, qui est le symbole endogyne, à partir duquel tout ce qui existe. Et la société est organisée donc autour de ce modèle. D'où l'organisation de la société négro-africaine, constituée par la reine, constituée par les soldats, les administratifs, les ouvriers, etc., etc. Au TEP. Alors, vous avez entendu parler du clan de loups en termes de leadership. Les loups qui sont véritablement des animaux, qui sont tellement ordonnés. Les loups, les loups, oui, même les lions. Il y a le lion, le mâle dominant. C'est-à-dire que le mâle dominant n'accepte pas que n'importe qui vienne dans son périmètre. C'est lui qui est le roi de la tanière. Donc, c'est lui qui gouverne son territoire. Que ce soit un autre lion, que ce soit une panthère, un éléphant, personne ne peut venir là pour faire le désordre. C'est la même chose avec les loups. Donc, les hyènes, ce n'est pas seulement les loups, même les hyènes, même les coqs là. On dit qu'il n'y a pas deux coqs dans une basse-cour. Tu vas voir que le coq, il y a toujours un coq là qui contrôle. Quand un petit coq vient là pour faire des trucs, il le combat et il le vend, et le coq traverse, il part rien de, il part chanter. Chez nous, on dit que c'est-à-dire que deux coqs ne chantent pas sur la même cour. Quand aujourd'hui vous voyez deux coqs chanter sur la même cour, c'est le désordre naturel qui s'est installé. L'homme a installé tellement un désordre naturel que certains animaux sont même devenus dingues. La nuit, ils voient la lumière et l'électricité, ils ne distinguent plus le lever du jour, etc. Les animaux même sont devenus fous. Donc, à un certain moment, même au niveau des animaux, il y a une organisation et où on dit, là où je suis, toi tu peux pas créer ton territoire loin, tu règnes là-bas. Maintenant, quand tu arrives ici, tu respectes le code, hein, les règles de la tanière, etc., etc. Au thème. Alors, dans de nombreuses traditions africaines, chaque animal porte un rôle qui est surtout spirituel et, disons, pas comme les autres. Alors, comment les animaux ont-ils initié l'homme sur le plan spirituel? Effectivement, ça c'est un volet très très dense. On va l'aborder et je propose que la régie nous conduise d'abord vers une transition parce que ce volet, c'est le volet, pas que les autres volets ne sont pas importants, mais c'est le volet qui doit nous élever, voilà. C'est le volet qui doit nous élever vers une compréhension beaucoup plus approfondie sur la spiritualité africaine. Transition.
Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême kamite, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. De retour sur ce plateau de Kemet TV, nous entrons véritablement dans le vif du sujet ou bien du thème de ce jour, frère Tot. Quand on sait que dans les traditions africaines, chaque animal porte ou bien portait un rôle spirituel, un archétype, il faut le dire ainsi. Comment, je reprends la question, comment les animaux ont-ils initié l'homme sur le plan spirituel? Ce thème, en ce qui concerne l'initiation, peut faire objet de plusieurs thèmes. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire 5 thèmes. S'il faut entrer dans les caractéristiques de chaque animal, oui, ça va faire au moins 5 thèmes. Donc, on va quand même prendre quelques animaux oui, oui. En ce qui concerne chaque classe d'animal. Donc, notamment les oiseaux, les reptiles, les chats, c'est-à-dire les lions, les panthères, les tigres et autres, et les singes. Donc, on va prendre juste cela. Oui. Donc, quelques oiseaux, oui, quelques chats, quelques oui, reptiles et les singes. D'accord. Donc, singes, chimpanzés, gorilles. Voilà. On va même aussi prendre les fourmis parce que... C'est vrai qu'on a aussi trop parlé des fourmis, hein? Oui. Et les abeilles. Généralement, même les abeilles. Généralement, le présage chez nous, ce qu'on appelle ébeu. On va aussi prendre la classe des chiens. Ce qu'on appelle chez nous ébeu, c'est-à-dire le mauvais présage. Il y a aussi le bon présage. Donc, on va aussi prendre les insectes. Si on prend les fourmis, oui, chez moi, dans mon clan et dans ma famille, on avait une matriarche qu'on appelait Ebaranomnion. Ebaranomnion qui était une très grande initiée. Et on dit que quand elle est décédée, une partie de son cas s'est incarnée en fourmi et l'autre partie de son cas a évolué vers la lignée ancestrale. Donc quand Ebaranomnion devait venir nous dévoiler un secret, on voyait beaucoup de petites fourmis qui marchaient vite là. Ça ne pique pas. C'est des fourmis très minuscules. Ça se déplace vite. Ça monte vite.
c'est une manière de nous dire, faites attention, la famille doit être soudée. Parce qu'on constate qu'actuellement, la famille n'est pas soudée. Et à chaque fois qu'il y avait des crises dans la famille, et ben, un oignon apparaît sous forme de ces multiples fourmis-là qui envahissent soit la véranda, etc., pour passer le message. On ne parle pas des végétaux. Parce que dans les végétaux, il y a aussi un champignon chez nous qu'on appelle un ndanga. Tu connais le gros champignon qui sort là? Oui. Voilà. On va faire une émission sur les végétaux. On reste sur les animaux. Oui. Donc, il y a aussi les abeilles. Quand tu vois ce qu'on appelle chez nous et boum, c'est les abeilles. Et boum, c'est-à-dire une horde de plusieurs abeilles qui viennent s'amasser sur un arbre alors qu'il n'y a pas le miel là. Et tu passes, tu vois ça là. C'est un mauvais présage. Là, il y a la mort dans la famille. Voilà, c'est un mauvais présage. Et ça ne trompe jamais. Dès que tu vois derrière ça, soit demain ou après-demain, on dit que telle personne est morte. Soit dessus d'un accident, soit dessus d'une maladie. Ça, c'est au niveau des fourmis et des abeilles. Les abeilles. Les lucioles annoncent les bons présages. Chez nous, on appelle la luciole, on appelle ça comment chez toi? Les lucioles. Bon, je vais... Gengei. Je vais venir t'apprendre la langue. Chez nous, on appelle la luciole Gengei. On dit donc que quand tu vois les lucioles entrer chez toi la nuit, c'est pour t'annoncer qu'il y a un étranger, c'est-à-dire un visiteur ou une visiteuse qui va venir, une personne qui viendra vous rendre visite. Et qui va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Il y a également les papillons. Oui, les papillons, mais ça dépend de la couleur des papillons. Oui. Il y a le papillon noir, le papillon blanc. Le papillon noir annonce la présence des mauvaises entités ou alors des énergies négatives. Le papillon blanc annonce la présence des étrangers qui vont venir. Le papillon jaune, il y a le papillon jaune, il y a le papillon bleu, il y a le papillon rouge. Chacun de ces papillons annonce un événement particulier. Chez les papillons, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. On peut faire même toute une émission sur les papillons. Donc maintenant, il y a les fourmis magnans. Les fourmis qui piquent là, magnans rouges là. Les fourmis magnans sont aussi parfois la marque de présence des ancêtres qui viennent pour purifier la maison. Contre les souris des sorciers ou des mauvais cafards. Les ancêtres les envoient pour venir purifier la maison. Ces fourmis magnans peuvent aussi être utilisées par les mauvais sorciers. Pour venir perturber, déstabiliser la tranquillité au sein de la maison. Il y a, en ce qui concerne la Chine avec les fourmis et les insectes, en ce qui concerne les reptiles, chez nous, quand tu vois la vipère en journée en train de ramper, c'est un mauvais présage. Donc la vipère annonce le deuil. Voilà. En réalité, en journée, la vipère est toujours enroulée sur elle-même. Quand tu vois la vipère en train de circuler en pleine journée, c'est pour annoncer un mauvais présage. Et l'autre là aussi ne trompe pas. Les rats, pareil. Quand tu vois le rat palmiste ne marche jamais en journée. Quand tu vois un rat palmiste en journée se balader devant les yeux des gens, c'est pour annoncer un mauvais présage. Et généralement, les rats palmistes sont associés aux cimetières, aux tombes. Parce que la plupart de ces rats vivent dans les tombes. Parce que beaucoup aussi de ceux qui meurent, quand ils ne veulent pas subir le châtiment de l'autre côté, se transforment en rats. Ils se transforment en rats. Et ils logent donc là. Jusqu'à ce que le jour où ils auront envie de se retransformer en humains, qu'ils soient attirés par la flamme de Maat, la flamme purificatrice, qui va donc les purifier à travers un châtiment, bien évidemment. Ce sont des sévices que ces âmes impures, parce que la flamme a pour but de purifier. Donc une âme impure sera donc purifiée par le feu de la flamme, par la sentence de la flamme. Il y a ensuite maintenant la race des chats et des chiens. Le chien a une nature duale. Le chien en même temps, je veux dire le chat. Le chat en même temps peut être un ami comme un ennemi. Oui. Donc le chat va vers là où il y a la vérité, la justice.
Mais le chien est loyal. Le chien est toujours loyal à son maître. Le chat a une liberté que le chien n'a pas. Le chat a la capacité de se retourner contre son maître. Mais le chien, généralement, reste loyal à son maître. Sauf si son maître est parti et est allé adopter d'autres entités qui, en revenant, vont effrayer le chien. Voilà. Mais il faut savoir que le chat a une marge de liberté que le chien n'a pas. Le chat, en même temps, annonce aussi des bons événements, des présences des entités, des présences des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Mais généralement, le chien, en ce qui concerne le chien, il est celui qui est loyal. Le chien est celui qui annonce la présence des mauvais esprits. C'est pour ça que quand il aboie la nuit, il a plusieurs manières d'aboyer. Il y a wow, wow. Là, c'est qu'il a vu quelqu'un, un homme ou une femme, physique. Quand c'est ça, c'est la présence des esprits. Maintenant, c'est pendant la période de la pleine lune, où le chien voit les âmes monter et descendre. Donc le chien a plusieurs manières d'aboyer et il faut être capable de distinguer ces diverses manières d'aboyer pour savoir est-ce la présence d'un homme physique ou d'une femme physique qui vient de voir, est-ce la présence d'un esprit, est-ce la présence de la montée des âmes, est-ce la présence, l'annonce d'un deuil, parce que les chiens annoncent aussi les deuils, y compris les chats. Voilà, les chats généralement, ils commencent à crier comme des bébés, miauler comme des bébés, des petits bébés. Ils miaulent comme des petits bébés. Voilà, et ils font beaucoup de vacarme dans la cour pour annoncer des mauvais événements qui vont s'en suivre. Tout à fait. Donc, le chien et le chat sont des animaux qui sont les médiateurs entre le monde visible et le monde invisible. Ça, c'est en ce qui concerne les chats et les chiens, généralement. Le gorille, c'est celui qui est le méditateur. Le gorille se lève chaque matin pour monter sur les hauteurs, accueillir le soleil. Et chaque soir, le gorille monte sur la colline pour voir comment le soleil descend. Et quand on voit l'attitude du gorille et du babouin, c'est une attitude essentiellement méditative, dont les humains ont appris la méditation via les gorilles et les babouins. En ce qui concerne l'attitude de ces animaux. Ce sont des animaux essentiellement méditatifs. Maintenant, on a terminé avec les chiens, les chats. On a terminé avec les singes. Fourmis, abeilles et autres. Et en même temps, les singes aussi, les petits singes là, et les babouins, acclament le soleil au lever du matin, en poussant des cris. Voilà, pour acclamer le lever du soleil. Et au coucher du soleil, il y a aussi des sons qui sont émis par les singes et les machins pour dire que le soleil est en train de se coucher, de disparaître dans l'horizon. Les oiseaux maintenant, parmi les oiseaux, on va choisir les coqs, les perdrix, les hiboux, les corbeaux et celui qu'on appelle l'oiseau, qu'on appelle le coucou, etc. La perdrix annonce le lever du soleil à partir de 3 heures. C'est-à-dire, le soleil, en fait, les mouvements de la Terre. Oui. À minuit, le soleil est au centre de la Terre, mais en bas. À midi, il est au centre de la Terre, mais en haut, en fonction des mouvements de la Terre. Donc, quand on traverse l'époque de minuit, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le soleil est donc en train de recommencer à remonter. Il ne remonte pas, c'est la Terre qui fait le mouvement. Pour que le soleil réapparaisse à l'horizon. Mais ce sont les perdrix qui précèdent les coqs. Donc les perdrix chantent à 3 heures du matin. Et c'est à l'heure là qu'on dit aussi aux gens que à partir de cette heure, les gens peuvent faire l'amour. Parce que le soleil est ascendant. Il ne faut pas le faire à minuit ou à 23 heures. Il faut le faire à partir de 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Donc les coqs commencent à chanter après les perdrix. Donc les perdrix donnent la latitude aux coqs de prendre le relais. Oui. À partir de 3h30, 4h, 5h, ce sont les coqs 6h qui chantent pour annoncer l'apparition du soleil à l'horizon. Et donc les rituels s'opèrent en fonction du chrono. Donc les perdrix et les coqs sont les horloges naturelles. Voilà. En ce qui concerne le quotidien, c'est-à-dire
les horloges de la journée de 24 heures. Les perdrix et les coqs sont les horloges naturelles. Ceux qui savent écouter le chant des perdrix et le chant des coqs savent qu'il est déjà telle heure, il est telle heure. Voilà, quand les perdrix commençaient à chanter à l'époque, pour les gens qui faisaient les chants, qui étaient loin, ils se levaient au chant des perdrix pour commencer à se préparer pour aller au champ. Si vous allez à un champ de 10 km, vous devez commencer à vous lever au champ des perdrix. Au champ des coqs, c'est pour les gens qui sont à côté, là. Oui, le champ est derrière la maison, etc., etc. Et c'est même aussi au champ des coqs que les vraies causeries entre l'homme et la femme doivent se passer. Voilà, à partir de 4 heures, 5 heures. Bon, pas seulement les causeries de bouche pour les projets. Il y a aussi le pilonnage qui se passe à l'heure là. C'est le bon moment. Donc, voilà à peu près les deux oiseaux qui sont les horloges quotidiennes. Maintenant, les horloges des saisons. Hein? Il y a des types d'oiseaux. Oui. Il y a le coucou qui annonce aussi les variétés des saisons. Hein? Ensuite, il chante. Ça annonce les variétés des saisons. Ça, c'est en ce qui concerne les chants de coucou. Maintenant, les hiboux font quoi? Les hiboux dénoncent la présence des sorciers. Oui. Quand les sorciers arrivent autour de votre concession, c'est le hibou qui vient vous dire qu'ils sont déjà là. Mais le hibou ne joue pas seulement ce rôle. Il est le dénonciateur, mais il est aussi le complice. Quand le hibou est possédé, quand il devient le totem des sorciers, il devient donc celui qui peut appeler les sorciers qui sont dans les maisons. Donc quand le hibou vient se placer là, il dit coucou, 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 coucou. Et là, nous sommes à quelle heure? Là, c'est la nuit. C'est-à-dire 23h, minuit, 1h. Donc, il vient appeler. Mais la sorcellerie commence même à partir de 15h. La sorcellerie se passe même à tout moment. Hein. Mais comme c'est quelque chose de voilé, il faut se cacher. C'est pour ça qu'elle se passe mieux la nuit. C'est-à-dire du crépuscule jusqu'à la traversée de minuit. Là. À partir de 3h, les sorciers ont déjà tranché leurs choses. Et à partir de 5h, certains rentrent. Ils doivent automatiquement rentrer. Sinon, tu te transformes en bananier, tu restes là, le temps que l'autre soirée revienne et que tu reviennes. Donc, tu vois que quelqu'un a disparu comme ça, il n'est pas rentré à la maison, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Parfois, certains sont aussi emprisonnés quelque part. Oui. Voilà. Parfois aussi, il s'est allongé d'une certaine manière. Comme sa femme l'a bousculé, l'a changé de position, il ne peut pas entrer dans le corps. Donc, il faut qu'on vienne dire à sa femme qu'elle remet l'autre dans telle position, etc. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui se passe ainsi. Et c'est pour ça que généralement, les gars qui vont en sorcellerie, quand ils ont des travaux à faire, préfèrent dormir seuls dans leur chambre. Voilà. Parce que la femme va toujours venir avec les perturbations, là, et tout. Donc, il y a ce volet-là. Les hiboux sont en même temps ceux qui dénoncent la sorcellerie, en même temps ceux qui viennent appeler les adeptes. C'est-à-dire que si vous avez un adepte dans la maison, le hibou vient l'appeler que viens, il est là, il faut partir. On est déjà en train de partir. Donc le hibou joue ces deux rôles. Le corbeau est le messager des ancêtres. C'est-à-dire, rien que via sa couleur noire et blanche. C'est-à-dire l'invisible et le visible. Le corbeau est donc le transitaire. Celui qui porte le message des ancêtres qui vient le diffuser aux vivants physiques. Et qui porte le message des vivants physiques pour aller l'annoncer aux ancêtres. C'est ainsi que les corbeaux peuvent venir annoncer un deuil qui va survenir dans la famille. C'est ainsi que les corbeaux peuvent venir annoncer un conflit qui va naître de la famille, en se posant sur la toiture, en dansant, sautillant, pour annoncer ce message-là. En même temps, ce corbeau aussi vient chercher l'âme du défunt le jour des funérailles et de l'enterrement. Ce corbeau vient chercher l'âme du défunt pour le conduire chez les ancêtres. Donc le corbeau joue ce double rôle-là. Voilà. Donc, on peut parler de manière infinie. Il y a maintenant les insectes. Il y a les grillons. Et il y a les grenouilles. Donc, les insectes annoncent la saison sèche. Les grillons, là, qui chantent là. Y compris les migrations d'oiseaux, c'est pour annoncer la saison sèche. Maintenant, les grenouilles annoncent les saisons pluvieuses. Quand les saisons pluvieuses viennent, les grenouilles et les crapauds commencent à créer quoi. C'est pour dire que les pluies sont en train d'arriver. Quand vous voyez beaucoup de criquets et de grillons et tout ça, c'est pour annoncer la saison sèche. Donc vous voyez que à travers les insectes, les fourmis,
les oiseaux, les singes, les chats, les chiens, et donc les loups, et tout ça annonce des présages et sont aussi des initiateurs. Parce que dans les initiations, il y a des initiations où on utilise le chien. Oui. En ce qui concerne les rites de protection, les initiations où on utilise les chats, les tortues, etc., etc. Donc, on peut faire des émissions. C'est pour ça que j'ai dit que par rapport à ça, on peut faire. Voilà. Oui. C'est donc la raison pour laquelle. Et maintenant, on a oublié aussi le faucon, qui est l'incarnation des énergies solaires. Donc, le faucon, l'aigle et le milan. Tous les oiseaux de proie qui symbolisent la précision, la justesse, c'est-à-dire la justice. C'est-à-dire que quand on calcule temps, on tombe sur précision chirurgicale. Donc, Horus, le faucon, ou l'aigle, qui sont donc l'incarnation de l'élévation, c'est-à-dire ce qui a dompté la pesanteur et qui est élevé, et qui est capable de voir loin avec beaucoup de précision, et qui est capable de foncer sur la chose nette avec toute cette précision-là, et atteindre la chose sur son point. C'est ça qu'on appelle la justesse, et c'est ça qu'on appelle la justice. C'est-à-dire atteindre la chose à sa juste mesure, etc., etc. Donc, il y a aussi le volet de la rapidité, oui, qui est incarné par le faucon et par les bergers aussi. Donc, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les animaux via l'initiation. Et on peut donc conclure à cet effet qu'on peut comprendre pourquoi les divinités égyptiennes sont à tête de chacal ou à tête de chien, à tête de faucon, à tête de crocodile, à tête de je ne sais quoi. C'est tout simplement pour montrer, ou à tête de vache, chacal, ou à tête de vache, ou à tête de buffle, etc. Pour tout simplement montrer les caractéristiques qui sont symbolisées par ces animaux, qu'on observe chez ces animaux, et qui font donc objet d'initiation, c'est-à-dire l'initiation qui est donc progressive. C'est-à-dire, il faut passer d'une étape de conscience à une autre étape de conscience. De cette étape de conscience à une autre étape de conscience. Et on va donc de perfectionnement en perfectionnement, en passant par l'état de cochon incarné par Seth, qui est donc la conscience chaotique, confusionnelle. Le cochon mange tout, lui n'a pas de distinction. Et le cochon nage dans tout, même dans les excréments, dans l'eau sale, boueuse et tout ça. Voilà. Et c'est la même chose avec les poissons silures. Donc, c'est pour ça que les initiés ne mangent pas certaines choses. Oui. Donc, il faut donc passer par la conscience chaotique, confusionnelle, désordonnée, conflictuelle, pour atteindre la conscience Horus, c'est-à-dire l'ordre, l'équité, la justesse, l'harmonie, etc., etc. En passant donc par les diverses étapes de conscience animale. Puisque nous-mêmes, nous sommes des animaux, il faut donc traverser ces diverses étapes de conscience pour atteindre la conscience supérieure qui est la conscience solaire et lunaire et stellaire, Otep. C'est vrai que vous avez déjà quand même embrayé, mais je vais aussi poser cette question-là. Comment l'animal devient symbole dans la transformation intérieure? L'animal devient symbole. Quand on dit par exemple que c'est un lion, ça veut dire que quand il se fâche, il est capable de créer des ravages. Quand on dit par exemple que c'est un éléphant, ça veut dire que non seulement l'éléphant peut créer des ravages, mais l'éléphant a aussi la mémoire. L'éléphant fait partie des animaux qui ont une longue mémoire et une longue durée de vie. Quand on dit que quelqu'un est un cochon, ça veut dire que lui n'a pas de principe. Donc il gît n'importe comment, il est avec n'importe qui, il fait n'importe quoi. En fait, il n'y a pas une organisation dans sa vie. Quand on dit que quelqu'un est un cochon ou un porc, voilà. Généralement, les femmes aiment bien insulter les hommes comme ça, porc, sale porc. Donc, ça dit qu'il a une mentalité de porc, ça dit qu'il ne réfléchit pas, il ne s'organise, il n'est pas propre, il est vraiment impur et il a une conscience chaotique. Donc, quand on dit que c'est un buffle, c'est-à-dire qu'il est plein d'énergie, plein de vitalité. Voilà. Le buffle est un très grand combattant aussi. Mais en même temps, il incarne aussi la fertilité. Donc, quand on dit c'est la vache, c'est la maternité, c'est la fertilité, c'est la protection, ou la lionne, tu vois, ou la poule qui protège ses petits. Donc, les caractéristiques de chaque animal se retrouvent en chacun de nous. Et il faut être capable de les détecter. Quand on dit que c'est un serpent, c'est-à-dire que c'est un rusé.
Il passe inaperçu et il fait des choses, vous ne savez pas que c'est lui, puisque le serpent est toujours silencieux, etc., etc. Et le serpent a une langue fourchue, donc il peut être vers le négatif comme vers le positif, etc. Tu vois un peu, il a le venin qui est là, qui peut tuer et en même temps qui peut guérir. Donc quand on dit que quelqu'un est un serpent, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas claire, qui en même temps est une personne manipulatrice, une personne rusée qui sème la confusion, etc. Donc, les caractéristiques de chaque animal peuvent se retrouver dans le comportement humain. Et en cela, donc, ça rentre dans la logique totémique négro-africaine. Et donc, nous n'allons pas quitter sans parler des serpents, qui sont donc les capteurs d'énergie. Parce que les serpents sont les capteurs d'énergie. Le serpent sort vers le soleil pour capter l'énergie solaire, pour chasser la nuit, etc. Mais en même temps, ce serpent qui est capteur d'énergie peut aussi être un voleur d'énergie humaine. Donc on les met dans les toilettes, dans les pots, pour que quand vous partez faire vos excréments, vos besoins, ou quand la femme est en période menstruelle, elle va pour uriner, le serpent capte ces énergies et transforme ces énergies pour servir l'intérêt du serviteur de Seth. Parce que le vol d'énergie est une injustice. Le vol d'énergie est une injustice. Donc, ça c'est l'œuvre de Seth, des serviteurs de Seth. Ils utilisent donc les serpents parce qu'ils se sont inspirés du fait que le serpent capte l'énergie solaire pour chasser, pour accomplir ses vœux. C'est de la même manière qu'ils utilisent donc les serpents pour aller voler les énergies et venir leur produire la richesse. Et donc, on appelle ça l'ordre de la transgression. Mais en même temps, le serpent est aussi le symbole de la mue, de la transformation. Parce que la peau du serpent quitte à chaque fois pour se régénérer. Donc, c'est aussi le symbole de la régénération. En ce sens, le serpent est aussi l'activité sexuelle, c'est-à-dire le pilon. Et le processus de régénération se passe donc entre le pilon et la porte des étoiles, qu'on peut aussi appeler le mortier, c'est-à-dire la transmutation des énergies sexuelles dans le coït entre l'homme et la femme. Et ce coït doit se passer en pleine conscience. Nous voulons nous purifier, nous voulons attirer des ondes positives, nous faisons des vœux pendant que nous pratiquons cet acte sexuel pour que les choses positives arrivent dans notre vie, pour que le mal s'éloigne de notre vie. Nous devons être unis autour d'un même idéal. La sexualité en ce moment devient une sexualité consciente qui vise non seulement à transmuter des énergies, à régénérer les énergies, mais aussi à attirer les choses positives dans la vie. Et donc, c'est en cela qu'on présente donc les énergies sexuelles avec les deux serpents qui s'entrelacent. D'où le symbole de la pharmacie. Donc, le serpent qui est là, qui est donc la force vitale qui s'étale de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et via les deux hémisphères cérébraux, les deux nerfs qui passent par les deux tempes là. Parce que si on te frappe ici, on te frappe là, pang, tu meurs, hein, ici, de l'autre côté là. Et c'est ça qui s'entrelace partout, à partir de la base de la colonne vertébrale, qui passe ces deux nerfs là et qui font circuler donc cette énergie sexuelle. Et c'est ça que tu vas voir donc surgir au sommet de la tête comme un serpent. Voilà. Donc, le serpent, en cela, symbolise l'énergie sexuelle. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'initiation animale. On peut faire des émissions entières sur ça, mais il fallait tout simplement qu'on fasse un petit ramassé pour que les gens comprennent à quel niveau les animaux, nos frères animaux, ou nos autres frères, nous-mêmes nous sommes des animaux. Nous sommes à quel niveau animaux. Nous avons appris? À quel niveau nous avons appris? Donc, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne cette initiation. Alors, on va clôturer. Hein. Il faut dire déjà, je vous dis un grand merci pour ces éclairages précieux que vous ne cessez de donner à chaque fois que nous faisons des productions, que ce soit ici à Kemet TV, que ce soit à Teouti Sekem. Ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que l'être humain n'a jamais été seul. Il a été toujours accompagné, autant pour moi, des animaux, de la nature et bien d'autres. Il faut retenir aussi que la nature a toujours été un livre ouvert et les animaux, des maîtres silencieux, mais puissants qui nous initient bien sûr pour mieux nous nourrir, pour mieux nous soigner, mieux nous défendre, mieux nous construire et mieux nous organiser et mieux comprendre nous-mêmes. On va finir par ce proverbe: celui qui marche derrière les traces des animaux finit par trouver la sagesse de la terre.
Merci, 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 merci encore une fois de plus à Frétot et surtout vous qui nous regardez. À Teouti Sekem, rendez-vous demain ou bien la semaine prochaine pour un nouveau thème, un thème aussi succulent et surtout précieux. Otep. Donc, effectivement, Kemet Télévision, la chaîne de la Renaissance africaine, au cœur de la Renaissance africaine, il faut aussi encourager les Kamites à s'abonner aux autres chaînes qui diffusent les enseignements aussi profonds, notamment Teouti Sekem, à s'abonner aux autres chaînes, Mobali Makassi, à s'abonner aux autres chaînes qui œuvrent pour la Renaissance africaine. Donc, n'oubliez pas de nous tenir la main, comme nous vous tenons la main via nos enseignements. N'oubliez pas de faire les dons de cœur, en likant, en vous inscrivant, en vous abonnant, en vous inscrivant au cours des textes sacrés, en nous apportant votre soutien et pour nous encourager à continuer cette œuvre qui est une œuvre noble. Il n'y a pas une œuvre plus noble que celle-ci. Elle est plus noble que l'édification des gratte-ciel, des gilas, l'achat des véhicules dernier cri. Parce que ces véhicules vont finir par se gâter. Mais ces enseignements que nous donnons restent immortels et continueront de vibrer dans des cœurs de génération en génération. C'est la raison pour laquelle il faut toujours être reconnaissant aux enseignants, vis-à-vis des enseignants. Au TEP. À la prochaine, restez sur Kemet TV pour la suite de nos programmes.